Samedi 3 septembre 2022, c'est l'heure de votre émission Le Monde en 7 pour revenir sur quelques principaux sujets de l'actualité de la semaine et approfondir le débat. Nous allons évoquer dans le numéro de ce jour le dialogue politique au niveau du Tchad. À quoi justement sert ce dialogue national? On parlera ensuite des propos polémiques, jugés par certains, en tout cas polémiques, tenus par le président béninois en France. Il vante des restrictions de liberté au nom du développement. Et puis, en deuxième partie, on va s'interroger sur ce que valent les partis politiques après la disparition de leurs fondateurs. Et autour du plateau pour évoquer ce sujet, un plaisir pour moi d'accueillir Aoku Nador. Il est cadre du comité d'action pour le renouveau. Monsieur Nador, bonjour. Bonjour Samuel. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Face à vous, le député et président de l'association Togo pour tous, Beau-Soleil Obekou. Bonsoir Beau-Soleil. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs de New World TV. Et merci également d'accepter l'invitation de cette émission. C'est toujours un plaisir. On prend la direction du Tchad pour notre premier sujet, plusieurs fois repoussé. Un dialogue national inclusif s'est ouvert au Tchad, censé déboucher sur des élections démocratiques et redonner le pouvoir aux civils. Pour l'occasion, deux grandes figures de la rébellion sont rentrées à N'Djamena. C'était le jeudi pour participer donc aux discussions, le dialogue entre l'opposition civile, la junte au pouvoir au Tchad s'est ouvert. C'était le 20 août dernier. On va écouter les propos tenus à l'ouverture de ce dialogue par le président du Conseil national de la transition. Je suis extrêmement sensible à nos compatriotes qui sont restés en marge de ce grand rendez-vous de réveil national. Du haut de cette tribune, je leur lance un appel pressant dans l'espoir qu'ils se joignent à nous afin qu'ensemble, nous puissions tracer le chemin de l'espérance. Les débats doivent être francs, démocratiques, sans tabou et axés sur la ligne directrice de la recherche de consensus et de solutions durables. Vous voulez décider dans le sens de l'histoire et dans l'intérêt supérieur du peuple tchadien. Alors décidez dans ce sens. Vous voulez continuer à tourner en rond. Alors allez-y tête baissée à faire comme avant, ignorant les exigences d'une population longtemps silencieuse. C'est si simple. Voilà donc les propos tenus tour à tour à l'ouverture de ce dialogue par le président du Conseil national de la transition, le général Mahamat Idriss Déby, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui est donc d'origine tchadienne. Ce dialogue national inclusif est un moment décisif pour notre pays, a laissé entendre donc le président du Conseil national, Conseil militaire de transition. Aoku Nador, votre parti politique, moi je le sais, c'est un parti qui a toujours prôné le dialogue. Lorsque vous suivez un pays comme le Tchad, qui aujourd'hui veut passer par les dialogues pour régler des problèmes politiques, est-ce que vous pensez que c'est la meilleure option? Merci bien pour la question. Sur le principe, oui, c'est la meilleure façon de procéder. Maintenant, il faut voir ce qu'on met dans le dialogue. C'est ça le fondamental. Moi, je constate qu'au même moment qu'on veut dialoguer, il y a un peu plus d'efforts qu'on doit faire. C'est vrai qu'on a rallié beaucoup de dissidents sur le plan politique comme sur le plan militaire, mais il y a encore un petit effort qu'on doit faire. Et ce n'est pas parce qu'on dit que le dialogue doit être franc et démocratique que ça règle le problème. Oui. Vous savez, le président de la Commission de l'Union africaine est lui-même tchadien. Oui. Vous avez vu comment il a réagi quand il y a eu des coups d'État dans un certain nombre de pays en Afrique. Mais quand il y a eu ce cas-là chez lui, vous avez vu qu'il a disparu pratiquement. Alors, si lui-même, compte tenu de son expertise, de son expérience dans le rôle qu'il joue, il peut conseiller
le président actuellement au pouvoir de trouver la meilleure façon de procéder, je crois que ça sera tout dans son intérêt. Lorsque vous parlez de meilleure façon de procéder, vous pensez à quoi? Vous savez, il y a encore des groupes militaires qui n'ont pas encore rallié le principe du dialogue. Il faut faire l'effort qu'il faut pour qu'ils rallient le dialogue. Ensuite, à l'intérieur, il y a des groupes politiques qui ne sont pas des groupes politico-militaires, simplement politiques, qui n'ont pas aussi rallié le dialogue. Il faut faire l'effort qu'il faut. Vous avez vu qu'ils sont en train de manifester au point que les autorités soient obligées de prendre un certain nombre de dispositions, je mets ça entre guillemets, pour les étouffer et faire en sorte que le dialogue, ça veut dire que le dialogue est en panne. Oui. Vous avez vu, le dialogue aurait pu démarrer depuis. Mais on a fait l'effort pour repousser 2, 3, 4 jours avant qu'il ne démarre. Ce n'est jamais assez. Ce n'est jamais assez. Si on peut faire toujours ces efforts-là. L'essentiel, c'est quoi? C'est que on fasse en sorte que tout le monde rallie le principe et qu'on le conduise de façon délicate à aboutir à l'objectif qu'on se fixe. Et avant de chuter, je dis, le président actuel, quoique militaire, est jeune. S'il joue bien le rôle, ce n'est pas parce que on est militaire, gendarme, policier, tout ça, bref, ce qu'on désigne aujourd'hui sur le vocable de force de défense. Mais on va partir un jour à la retraite, et quand vous allez à la retraite, vous redevenez civil. Et l'exemple historique que moi je retiens toujours, c'est l'exemple de Mathieu Kérékou. Au Bénin. Je crois que la suite du débat nous amènera à discuter du sujet béninois, mais je dis, si Kérékou n'avait pas écouté sa conscience ou écouté les conseils d'autres personnes, il n'aurait pas permis à sa conférence nationale de se dérouler comme elle s'est déroulée en un bref délai et ensuite de passer la main. Et puis finalement, les Béninois le lui ont reconnu, on l'a fait revenir, etc. Je ne sais pas pourquoi nous sommes des Africains, mais nous ne voulons pas tirer des leçons de ce que les Africains font de positif. Nous voulons toujours copier des exemples de l'Occident, alors que nous ne sommes pas des Occidentaux. D'accord. Beausoleil Yobekou, quand vous suivez l'ouverture de ce dialogue national inclusif, dit inclusif et souverain d'ailleurs, est-ce que vous vous dites simplement ce n'est que la réminiscence de la conférence nationale ou bien c'est quelque chose qui peut accoucher du positif? Oui et non. Je peux dire que c'est une répétition de la conférence nationale puisque le dialogue a un caractère souverain actuellement. Comme les conférences nationales en Afrique et au temps de l'ère démocratique. Et pour le cas du Tchad, l'issue du dialogue est quand même un peu douteuse parce que vu le commencement, le dialogue a mal démarré, reconnaissons-le. Le dialogue a mal démarré, d'abord prévu pour février, et il a été reporté à plusieurs reprises, c'est parce qu'il y a des problèmes. Et avec ces problèmes ont été réglés en partie par les accords de paix de Doha au Qatar. Le Qatar qui a invité les protagonistes à d'abord un dialogue, un pré-dialogue. Donc actuellement, le dialogue ne se passe pas bien. J'en ai pour preuve la suspension du dialogue. Et on a demandé, on a annoncé qu'il devait reprendre hier. Ça n'a pas pu reprendre. On a fixé encore la reprise sur aujourd'hui, samedi. Mais est-ce que ça a repris? On ne sait pas. Et vu le début avec même l'élection du présidium, bon, on sait que le président du présidium fait l'unanimité, mais le reste des membres du bureau, vraiment, ils sont contestés. Et les acteurs disent que ils ne sont que issus d'un seul bord. Oui. Et c'est ce qui fait que beaucoup de composantes de ce dialogue-là
et pas des moindres, se sont retirés. Par exemple, je parle d'abord de l'ordre des avocats, des médecins, des architectes, et aussi une coalition de 100 partis politiques. Sans compter que, sans oublier qu'il y a des partis politiques qui ont refusé carrément ce dialogue-là. Ce qui a poussé le président du Présidium et son bureau à mettre sur pied une commission ad hoc pour aller d'abord négocier ou parler avec ceux qui sont réticents à participer à ce dialogue et aussi ceux qui se sont retirés. Donc tout ceci m'amène à dire que l'issue de ce dialogue-là est incertaine parce que il y a eu la conférence nationale au Tchad, on a vu ce que ça a donné. Au moins, ça a donné un espoir de démocratie et après cet espoir-là a été peut-être douché par la suite des événements. Et maintenant, avec ce dialogue quand même, c'est un passage incontournable pour le peuple tchadien de pouvoir partir sur de bonnes bases pour régler les problèmes. Nous savons que depuis l'indépendance du Tchad en 1960, ce pays n'a jamais été stable. Des rébellions par-ci, des coups d'État, des tentatives de coups d'État, ce qui fait que le Tchad n'est pas un pays stable. Et ce dialogue est un espoir quand même, les uns et les autres le disent, mais est-ce que réellement il y a cette volonté-là de faire ce qu'il faut, comme vient de le dire le grand frère Nador, de faire ce qu'il faut pour aboutir à quelque chose de sérieux, quelque chose d'intérêt général pour redonner confiance au peuple tchadien. Le peuple tchadien ne veut qu'une seule chose, la démocratie. Aujourd'hui, je me dis que ceux qui sont garants de la réussite de ce dialogue, c'est les deux partis. Je prends le camp présidentiel et surtout au niveau du camp présidentiel, il n'y a qu'un seul homme qui peut quand même être le garant de la réussite de ce dialogue, c'est le président de la transition, Idriss Déby. Et aussi, l'autre côté au niveau de l'opposition, les gens doivent mettre aussi de l'eau dans leur vin. Mais ce qu'on attend de gauche à droite au niveau du Tchad, c'est que le camp présidentiel ne fait pas le jeu, ne fait pas ce qu'il dit. Oui. Et ne fait pas ce qu'il faut selon les Tchadiens, selon l'opposition, pour que ce dialogue-là réussisse. Mais nous, en tant qu'observateurs, ce que moi je me dis, quelque part, je me dis que l'opposition ou ceux qui dénoncent, ceux qui critiquent d'abord le début de ce dialogue, ont quelque part raison. Parce que si les avocats, l'ordre des avocats, qui sont des composantes neutres, et l'ordre des architectes, l'ordre des médecins et la société civile se retirent de ce dialogue, on annonce même le retrait du clergé qui a annoncé qu'il pourrait se retirer aussi. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Et le problème, la balle se trouve dans le camp du président de la transition. Il doit quand même prendre ses responsabilités pour que ce qu'ils ont prévu, ce qui sort de la bouche des uns les autres, des uns des autres, de manière positive pour aboutir à quelque chose qu'on l'applique nécessairement. Il faut donner des gages, il faut donner de l'assurance aux interlocuteurs. Quand il y a un président qui est déjà accepté, le président du président est accepté et qu'on dénonce la composante du bureau, il faut quand même faire en sorte que les composants se retrouvent dans ce bureau-là pour que ce dialogue puisse bien se dérouler. Mais ici, on le voit, il y a beaucoup de critiques sur, comme il l'a dit, sur le présidium et tout. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on a au moins 1400 délégués qui sont attendus pour ce dialogue? Est-ce que ce n'est pas un peu trop quand on veut discuter sérieux, quand on veut discuter de la refondation de la nation? Oui, là aussi, sur le principe, on peut dire que c'est trop. Mais les gens ne sont pas arrivés individuellement. Ils sont arrivés forcément par entité. Donc ça veut dire que si on veut compter les entités là-bas, sur ces 1000 et quelques personnes, vous permettez, on ne peut identifier que peut-être maximum 20 groupes organisés. Mais pour une assise pareille et gérée par un groupe de 20, pas un groupe de 20 composants, je ne crois pas que c'est trop. Maintenant, comme il vient de le dire,
c'est la façon de gérer qui va compter. J'ai dit quelque chose, je le reprends. Ce jeune-là, s'il gère bien cette affaire, demain, quand il va laisser son treillis là, il reviendra au pouvoir démocratiquement. Il fera 2 mandats régulièrement. Parce qu'il aura déjà posé les bases pour ça. Et les gens vont le lui reconnaître que c'est lui qui a fait qu'en son temps, on a eu la paix, on a posé les bases démocratiques du pays. Et comme je le dis, au Bénin, à côté, les gens vont dire, mais qu'est-ce que nous cherchons de plus que ça? C'est la démocratie, c'est les institutions démocratiques. Même s'il est arrivé au pouvoir de façon irrégulière, il a régularisé les choses, il a posé les bases qu'il faut et il a cédé. Maintenant, qui dit non, il veut revenir. Enfin, c'est comme ça que nous raisonnons en Afrique. Disons-lui merci. Et c'est comme ça qu'il va devenir président. Et pendant qu'il se serait retiré, les mécanismes qu'il aurait mis en place et qui n'auraient pas bien fonctionné à cause des intérêts des politiciens, il reviendra les corriger. Et s'il réussit à les corriger, alors on dira que... C'est-à-dire que ça sera pour lui une façon de consolider la base démocratique dans ce pays-là. Et comme on dit en Afrique, et pas seulement en Afrique, nous sommes des hommes, nous sommes venus à la vie, mais un jour nous retournerons d'où nous sommes venus. Quand ce jour-là va arriver pour lui, je ne le lui souhaite pas, comme son père est parti, mais quand lui, il va partir de façon naturelle, les Tchadiens ne vont jamais l'oublier. Il est là dans un rôle délicat qui doit jouer avec intelligence. Mais s'il n'arrive pas à le gérer, alors là, les gens, avec le sentiment que nous avons aujourd'hui sur le continent, les gens vont dire que c'est la France qui lui a dit fais ceci, fais cela. L'essentiel, c'est que toi, tu restes pour continuer de servir nos intérêts. Moi, je ne dis pas que c'est ça, mais c'est une exhortation, une interpellation que je fais pour dire que votre chaîne est une chaîne internationale. Si au Tchad on nous suit, il faut qu'ils écoutent et qu'ils sachent qu'un certain Nado du Togo a dit que ce qui est bon pour ce pays-là, il faut que le jeune président puisse se ressaisir, revenir en lui-même, dire que moi aussi je vais historiquement marquer l'histoire de mon pays, comme on cite les Didier Ronlis, les Sankara et bien d'autres avant eux, que moi aussi je puisse laisser mon nom dans l'histoire de l'Afrique. C'est important. Mais on ne reprochera quand même pas au président du Conseil militaire de la transition de n'avoir pas invité, j'ai envie de dire, tout le monde. Vous savez même que le FACT, qui a refusé de signer les accords de Doha, avait été normalement convié à signer ces accords et n'a pas voulu. Donc, ce n'est pas la volonté d'unifier qui manque. Non, ce n'est pas la volonté qui manque, mais c'est les actes. Il manque les actes de cette volonté-là. On ne pose pas les actes. Selon ceux qui boycottent le dialogue, on ne pose pas les actes de ce qu'on dit, de cette volonté-là. Et quelque part, ils ont raison. Parce que lorsque vous invitez des gens à un dialogue et que ces gens-là ne sont pas rassurés de votre sincérité, et là, il y a un problème. Mais ça, donc, en même temps, l'exemple qu'ils prennent, c'est la composition du présidium. C'est des Tchadiens, moi j'ai envie de dire. D'abord, avant la composition du présidium, on reproche même les invitations. Là, on a 1200 délégués. Certains disent que c'est trop, d'autres disent que c'est bon. Mais sur quels critères? Les critères de désignation de ces délégués-là aussi sont contestés par ceux qui boycottent le dialogue. Là, le dialogue a commencé, mais on devrait donner des gages en dosant quand même ce présidium des membres quand même issus de différentes composantes. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que le dialogue est souverain. Ce dialogue-là, ces assises sont souveraines et les décisions qui seront prises là-bas seront appliquées
et au niveau national. Mais et c'est là-bas que des choses vont se décider. Lorsqu'on fait un bureau qui ne reflète pas la réalité, qui ne reflète pas les réalités sociaux, politiques et culturelles de ce pays, il y a problème. Donc, c'est ce qu'il faut. Et maintenant, le bureau est déjà composé. Et le dialogue a voulu redémarrer, mais ça ne... il a du plomb dans l'aile. Et il faut régler ce problème. Et le seul qui peut régler ce problème, c'est le président de transition. Avec une volonté. Et les hommes font l'histoire. Donc, si il veut vraiment rentrer dans l'histoire, et s'il est vraiment sincère, et qu'il veut que le Tchad repasse sur de bonnes bases, avec une réconciliation, parce que l'un des thèmes de ce dialogue, c'est la réconciliation nationale. Et si on veut vraiment la réconciliation nationale, il faut qu'on donne des gages aux adversaires. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des adversaires politiques, des adversaires, ceux qui cherchent aussi à diriger le pays. Actuellement, c'est le camp d'Idriss Déby qui est au pouvoir. C'est normal parce que officiellement, le Tchad est un pays de démocratie. Et il y a eu des élections, même si on dit que ces élections n'ont pas été des élections régulières. Ça, c'est un autre débat. Mais le Tchad est un pays de démocratie. Et ce qui est arrivé après la mort d'Idriss Déby, la montée au pouvoir de son fils est contraire à la démocratie. Actuellement, on est en train de résoudre un problème. Donc, pour résoudre ce problème, il n'y a qu'un seul homme. Il n'y a qu'un seul homme, le président de transition. S'il décide de faire les choses comme il faut, ça va, et les choses seront faites comme il faut. Et c'est pour ça qu'il doit quand même prendre ses responsabilités et faire en sorte que des gens ne soient pas lésés quant à la direction de ce dialogue-là. Même que, moi je le dis, on peut faire ce dialogue avec un bureau, un présidium dont les membres sont ici d'un seul bord, et que ce dialogue-là réussisse. Mais avant que ces assises, cette discussion ne se déroule, il faut donner quand même des gages à ceux-là qui participent, que ceux qui sont devant eux, qui dirigent le dialogue-là, ils sont issus des composantes de la nation et qui vont bien diriger ce dialogue d'une manière impartiale pour qu'on ait des résultats vraiment concrets et pour remettre le Tchad sur les rails de la démocratie. C'est de ça qu'il s'agit. La souveraineté qui a été concédée aux décisions du dialogue, est-ce que ce n'est pas déjà un gage de bonne volonté aussi que le pouvoir de la transition envoie? Non, je crois que c'est une bonne chose. Parce que j'espère que vous vous rappelez que chez nous ici, à la conférence, le jour où on a décrété, les délégués ont décrété la souveraineté de la conférence, ça a été un peu l'impression comme si c'est le ciel qui allait tomber sur nous dans le pays. Alors, ça veut dire que ici, ce ne sont pas les délégués qui disent nous allons rendre notre rencontre souveraine. C'est les initiateurs qui disent votre rencontre est souveraine. C'est déjà un pas qualitatif qu'il faut saluer. Mais comme il le disait tout à l'heure, c'est vrai, vous savez, ces gens de rencontre, ce n'est pas dans la salle là que les choses se décident. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que moi j'ai été assez attentif aux discussions qui ont eu lieu au Qatar là-bas. Oui, à Doha. C'est-à-dire que si ça avait bien marché là-bas, ce qui se passe actuellement sur le territoire tchadien là, oh non, ça allait rouler simplement comme sur des roulettes. Vous voyez? Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas bien marché. Mais comme moi j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas encore tard. Ce n'est pas encore tard. On peut encore revoir la copie et dire, mais comme nous voulons faire quelque chose de perin, on fait comment? Nous n'avions pas imaginé qu'il y ait telle ou telle difficulté. Maintenant, nous réalisons qu'elle est là. On fait comment?
Et comme mon co-débatteur l'a dit, mais il n'y a qu'une seule personne. Si tu sais que ton arrivée même au pouvoir était contestée, mais que tu es au pouvoir quand même, et que tu veux faire les choses de façon à ce que demain, les gens n'arrivent plus au pouvoir comme toi tu es arrivé, mais fais l'effort qu'il faut pendant que tu y es. C'est ce qui est fondamental. Et je le répète, s'il fait cet effort-là, les Tchadiens vont lui en être tellement reconnaissants. Mais s'il ne le fait pas, et dans l'ambiance générale que nous vivons aujourd'hui en Afrique, les gens, à tort ou à raison, diront que c'est la France qui lui dicte ce qu'il doit faire. Et surtout qu'il y a 1 ou 2 jours, le président français lui-même, publiquement et officiellement dit que c'est la Chine, c'est la Russie, tout ça là qui sur les réseaux sociaux monte, salit le nom de la France en Afrique et tout. Il va dérouler un tapis rouge à ceux qui sont de ce bord-là. Et on va dire que voilà. Et ça va faire en sorte que même l'effort qu'ils devraient faire pour que ceux qui ont boycotté arrivent, ou ceux qui veulent, ceux qui sont là et qui veulent quitter, ne quittent pas, le dialogue va quand même tenir et va sortir des décisions. Mais c'est quand il faut appliquer cette décision-là que d'autres problèmes vont naître. Il vaut mieux prendre en compte les préoccupations de chacun, faire l'effort qu'il faut, de façon à ce que, au sortir de ce dialogue-là, celui qui va dire je ne suis plus d'accord, que ce soit les Tchadiens eux-mêmes qui disent non, vous étiez là ensemble, vous avez convenu ensemble de faire ça. Pourquoi aujourd'hui toi tu dis que ce n'est pas ça, ce n'est pas ça? Ce ne sera plus ceux qui sont au pouvoir qui vont le lui dire. Hein. C'est les Tchadiens eux-mêmes, comme on dit généralement, le Tchadien lambda, qui va dire non, nous on n'était pas là-bas, mais vous y étiez ensemble. Ce que vous avez fait, vous avez dit que c'est bon. Nous aussi, on a dit que c'est bon. Maintenant, pourquoi aujourd'hui tu dis que ce n'est plus bon? Voilà. Mais s'il ne fait pas le travail qu'il faut pour permettre aux Tchadiens demain d'apprécier un comportement, une prise de position contraire aux résolutions qui vont sortir de ce dialogue-là, de permettre aux Tchadiens de dire, de crier « Haro sur Godet », il y aura problème. Il y aura problème. On va changer de registre. Maintenant, on passe du côté du Bénin. Le président béninois Patrice Talon était mardi 30 août l'invité de la rencontre des entrepreneurs de France, l'université d'été du MEDEF, le syndicat patronal français. Patrice Talon, on le sait lui-même, est un ancien chef d'entreprise que l'on surnommait le roi du coton. Il a eu des propos pour le moins polémiques aux yeux de beaucoup. Il a vanté, disons, les mérites économiques et il assume un peu le recul en termes de liberté. Je cite les propos du président. La grève est interdite dans les secteurs vitaux comme la santé, la police, les pompiers. Dans les autres secteurs, elle est limitée à 2 jours par mois et 10 jours par an. C'est vrai, c'est un recul par rapport aux acquis démocratiques, mais je n'ai pas l'ambition d'avoir une expression démocratique identique à la France. Mais quand un pays est à construire, vous avez besoin d'avoir une réglementation forte. Beau Soleil Obekou, nous sommes au Bénin, le pays qui pendant longtemps a été considéré comme le modèle de démocratie en Afrique. Tout le monde l'a compris, depuis qu'il est venu au pouvoir en 2016, le Bénin a reculé démocratiquement. Et quand on a le président qui l'assume, ça vous étonne ? Oui, ça m'étonne parce que lorsque le président vient au pouvoir par les urnes et au Bénin, et le Bénin est, comme vous venez de le dire, est considéré comme un modèle de démocratie en Afrique. Et si un modèle, le président d'un modèle de démocratie tient ce propos-là, ça étonne. C'est pour rien qu'il y a eu des polémiques après les propos, cette rencontre-là. Au fait, moi je me base sur les principes de démocratie et de droits de l'homme et des libertés. Au fait, aujourd'hui,
lorsqu'on prend les travailleurs, je veux parler de travailleurs, parce que quand ils parlent de grève, les syndicats, tout ça là, le principe de la bonne gouvernance d'un pays et aussi des libertés publiques, ces principes-là sont quand même énoncés dans beaucoup d'accords au niveau international. Et lorsqu'on parle au niveau politique, la démocratie, on ne peut pas restreindre des libertés jusqu'à ce point quand on est en démocratie. Et vous savez aussi que des institutions internationales comme l'OIT, avec son secrétariat général qui est le BIT, qui sera dirigé par notre compatriote Humbo, je crois dans un mois, il y a quand même des règles au niveau universel qui favorisent quand même, qui protègent les travailleurs. Et ces principes et ces règles-là, l'une de ces règles-là, c'est le droit de la grève. Donc, quand on dit qu'on restreint, on limite le droit de la grève ou bien la grève à 2 jours, on fixe d'avance. Parce que quand même c'est gênant, c'est étonnant. Et moi je le dis, ces propos-là, et ce qui est encore est plus étonnant, c'est que après, devant ces propos, devant le président, ces propos ont été tenus dans un pays, d'abord dans un pays de démocratie, qu'on considère que c'est l'une des nations de démocratie au monde, et aussi qu'on applaudisse ces propos-là en France. Oui. Et c'est des patrons de... C'est ce que, comme vous avez posé la question si c'est étonnant, je vous dis, ce qui est étonnant dans cette rencontre-là, c'est aussi ce que les gens n'ont pas compris, c'est l'applaudissement nourri de ces chefs d'entreprise. Et ça se comprend. Lorsque vous prenez les pays de démocratie, il y a d'un côté, et surtout au niveau du travail, il y a d'un côté le patronat et aussi les employés. Et dans le pays de démocratie, le principe est acquis et le droit de grève, ce n'est pas, ça va de soi. Mais peut-être que ceux qui applaudissent, et quand même, rêvent aussi d'avoir des restrictions dans leur pays, parce que ça ne les arrange pas. Mais au fait, pour revenir concrètement à ces propos-là, je me dis, attention, le Bénin recule sur le plan de la démocratie. Ce n'est pas moi qui le dis, les gens le disent, les observateurs au niveau même du Bénin le disent beaucoup. On ne peut pas venir au pouvoir par la démocratie et restreindre ces libertés-là. Vous vous souvenez, lors des dernières élections du processus électoral pour l'élection présidentielle, des candidats ont été emprisonnés. Des gens, des politiques qui veulent aller aux élections, qui ont le droit d'aller aux élections, on leur a refusé la candidature, mais après on les a mis en prison. Et on les accuse de terrorisme. Quand même, ça pose problème. Ça laisse à poser certaines questions par rapport à la démocratie. Et aussi, nous disons que certains secteurs, la grève est interdite dans certains secteurs carrément. Est-ce que ça va quand même, ça ne pose pas problème au niveau des principes des libertés. Notre pays, le Togo, et ce qui m'étonne aussi, ce qui est étonnant dans ce truc sur le plan général au niveau du Bénin, c'est qu'il y a des observateurs qui critiquent la condition, la démocratie au Togo, même la condition syndicale au Togo, mais que le Bénin à côté, j'ai comme l'impression que les gens adoubent quand même ces mêmes personnes qui critiquent le Togo. Au Togo, il y a eu des élections et tous les partis politiques ont participé à ces élections-là. Il n'y a pas eu de candidats qui ont été jetés en prison. D'accord. Je vais finir 2 minutes seulement. 2 minutes, c'est trop. C'est qu'une minute. Donc, c'est pour vous dire que si vraiment nous voulons construire la démocratie en Afrique, il faut quand même dénoncer ce qui ne va pas. Il ne faut pas faire de 2 poids, 2 mesures. Je veux parler, pour chuter de certaines composantes du Togo qui sont allées même au Bénin, ici critiquent le Togo pour ses libertés, tout ça, ses règles démocratiques et syndicaux.
Mais ils sont allés au Bénin tenir une réunion pour rassembler, je veux parler de la société civile togolaise, pour dire que, entre guillemets, c'est au Bénin que ça va mieux. Mais moi, je dis, la démocratie recule au Bénin. Il faut faire attention. Il faut revenir à deux meilleurs sentiments. Alors, quand on écoute le président béninois, il dit c'est un recul par rapport aux acquis démocratiques. Il le dit et il l'assume. Un homme politique devrait dire ça? Oui, moi j'en suis un. Et je vais prendre le compte-pied de mon co-débatteur. Je suis fondamentalement démocratique ou démocrate. Mais ceux qui nous dictent les principes de la démocratie aujourd'hui ont posé les bases solides de leurs États à partir de la dictature. Mais à l'époque, il le disait, il le nommait en termes de dictature éclairée. Mais dans tous les cas, ils ont réussi à poser les bases solides de leur pays. Avant progressivement d'évoluer vers la démocratie. Et en ouvrant le vent de la démocratie, ça n'a rien à entamer aux principes de base qu'ils ont posés. Moi, j'ai des amis, les deux, ils enseignent à l'université de Lomé aujourd'hui. Hein. Moi, je suis philosophe de formation, ils sont au département de la philosophie. Les deux, quand leur thèse de doctorat, ils l'ont posé sur la démocratie. Il y a un qui a dit, il faut faire la démocratie à l'africaine. Il y a l'autre qui dit, la démocratie, c'est un principe universel, il faut le faire comme ça se fait universellement. C'est un seul et même professeur qui les a dirigés. Eux tous, aujourd'hui, celui qui a dit que c'est un principe universel, avec les réalités africaines aujourd'hui, il se dédie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne n'est contre le principe de la démocratie. Mais on fait la démocratie comment? On nous dit souvent que la démocratie est un principe athénien. Est-ce que nous faisons la démocratie comme on l'avait fait en Athènes, avec le nombre de personnes que nous sommes aujourd'hui? Ça, c'est un. Je prends l'exemple du Burkina Faso et du Mali. J'ai l'impression qu'on veut nous dire que la démocratie réside seulement au principe électoral. On fait les élections, celui qui est là, il fait 1 ou 2 mandats, l'autre vient et on dit qu'on est en démocratie. Non, on n'est pas en démocratie. La démocratie est comme Barack Obama l'a dit au Ghana, c'est la solidité des institutions. Si les institutions étaient solides au Mali, ce qui est arrivé au Mali n'allait pas arriver. Si les institutions étaient solides au Burkina, ce qui est arrivé au Burkina n'allait pas arriver. Mais combien de présidents on n'a pas connu au Mali démocratiquement? Monsieur Nador, oui. On va marquer juste une petite pause, le temps pour nous de regarder. Mais permettez que on revient au retour pour évoquer ce sujet.